On entend bien, c'est parfait. Bonjour à tous. Eh bien, on m'a devancé un petit peu sur les présentations et c'est parfait, ça nous laisse un petit peu de temps. L'idée, c'est qu'il y ait un échange entre nos deux intervenantes d'environ 45 minutes. On a préparé un déroulé et après, on vous laisse 15 minutes de questions parce que je pense que vu les propos qui vont être tenus et vu les informations qui vont vous être apportées, il y aura très certainement des questions. Il y en avait déjà en amont, donc tant mieux. Merci à toutes les deux d'être présentes pour parler d'un sujet ô combien d'actualité. On l'a vu encore tout récemment la semaine dernière. Et ça va d'ailleurs être l'enjeu de ma première question. On a déjà vu qu'en mars, il y a eu un retour officiel de la lapidation en Afghanistan. On a vu aussi que le 21 août, il y a eu une loi sur la moralité qui a été promulguée par le ministère de... Je vais y arriver, en plus à chaque fois je confonds, j'ai le réflexe, ministère de la prévention du vice et propagation de la vertu. Il y a eu, à chaque fois je les confonds, j'ai le réflexe de dire l'inverse. Et en plus dernièrement, et c'est sorti la semaine dernière encore une fois en France et dans d'autres pays, on a appris que les femmes afghanes n'avaient plus le droit même de pouvoir s'entendre entre elles. Est-ce que chez Keba Hachemi, vous pouvez nous faire un petit peu un point sur la situation actuelle des femmes en Afghanistan ? Bonjour, voilà. Je suis ravie d'être là, merci. Et ravie que pendant les rencontres de l'avenir, nous parlions de ce sujet parce que malheureusement, ce qui ressort quand même du monde politique, je ne dirais pas la société civile, c'est ce grand silence si assourdissant face au sort de ces 28 millions de femmes. Comme si on ne voulait pas voir, comme si on n'avait pas envie d'entendre. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ravie et surtout entourée de plein de fidèles de la cause que je recroise depuis l'année dernière. Donc merci. Alors la situation est terrible, mais moi je dirais ce qui s'est passé, ce que vous avez si justement énoncé, Nora, entre mars, août et la semaine dernière. Je dirais que c'est même plus, on n'en est même plus au ridicule des interdits, parce que ça devient tellement ridicule que les interdits aux femmes, c'est comme si, quelque part, on prenait des armes et on les assassinait, les 28 millions d'un coup. C'est plus un coup de pied au nez de nos démocraties, ce qui se passe là, que vraiment les Afghanes, parce que en août, quand on leur interdit avec 35 articles supplémentaires, de ne pas entendre le son de leur voix. Je vous rappelle juste que Kaboul, les grandes villes d'Afghanistan, les campagnes en Afghanistan, c'est des maisons en torchis, avec des rideaux souvent comme porte. On n'est pas dans nos appartements comme en France ou ailleurs où on peut fermer et hurler dans son appartement et personne ne nous entend. Non, ça veut dire que si on vous a interdit le son de votre voix et que les ministères que je ne veux pas apprendre, je suis comme vous, je n'arrive pas à ce nom donc je ne l'apprends pas, je dis ces barbares qui traînent comme ça dans la rue et qui vous entendent parler même au sein de votre maison, vous êtes tiré de la maison, frappé, fouetté devant votre porte ou vos rideaux. Donc c'est le ridicule de la situation qui fait que pour moi, c'est plus vraiment un coup de pied à nos démocraties pour dire on fait ce qu'on veut. Voilà ce qu'on en fait de ce que vous appelez démocratie et vos valeurs universelles. Et ce qui me choque moi et qui me met en colère encore plus, c'est que nos politiques en Europe nous parlaient des talibans modérés, nous parlaient de régimes inclusifs, y compris nos anciens ministres des Affaires étrangères, et que c'est ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, et de l'autre côté, nos politiques, c'est ce silence où j'aimerais bien les interpeller. Par exemple, là, j'aurais bien voulu faire le débat avec M. Le Drian ou autres qui, à l'époque, allaient rencontrer au Qatar ces talibans-là de 2019 à 2021 pour nous les vendre comme voilà, un régime inclusif et des talibans modérés, nouvelle version par rapport à ceux de 96-2001. Donc les interdits sont tels qu'aujourd'hui, en fait, tout bonnement et simplement, ils énoncent chaque jour un peu plus qu'on assassine devant vos yeux les 28 millions de femmes. Tout à fait. Effectivement, il parlait à l'époque même de talibans inclusifs. C'était exactement ces mots-là et ces mots-là aussi, c'est qu'à le dire. C'est justement... Alors c'est... Ce sentiment d'impuissance, on le voit. En France, c'est documenté, dans d'autres pays aussi. Les articles se succèdent, je suis bien placée pour le savoir. On va en faire des unes. Tout le monde va pousser des cris d'orfraie en disant « Mon Dieu, c'est terrible ce qui arrive à ces femmes afghanes ». Et puis après, il y a le silence qui survient. Citoyens français, nous, on a un sentiment d'impuissance. On se dit qu'on ne peut pas faire grand-chose, peut-être aider des associations comme la vôtre chez Keba Hachemi, Afghanistan Libre, ou encore Stand Speak Rise Up pour en finir avec le viol comme arme de guerre. Oui, mais finalement, comment expliquer ce sentiment d'impuissance que les citoyens français peuvent avoir
alors malgré le fait qu'ils s'émeuvent à chaque fois qu'un nouvel interdit est promulgué. Jeannette Bougrave. Alors, je crois que vous pensiez qu'on ne pouvait pas être plus sombre, en fait, en décrivant la situation des femmes afghanes. Et bien, je vais vous montrer que, ben si. Parce qu'en réalité, ce n'est qu'en réalité l'illustration d'un angle mort des politiques diplomatiques des chancelleries occidentales d'ignorer les femmes. D'ignorer les femmes, et je pense notamment à toutes celles qui sont victimes de crimes, de viols comme armes de guerre. Vous savez, le nombre de femmes qui ont été violées, mutilées en Afrique, notamment je pense au Congo. Et si Denis Mukwege a obtenu le prix Nobel de la paix, c'est justement pour alerter en tout cas la communauté internationale sur comment en réalité les hommes considèrent les femmes et comment ils le violent et utilisé comme arme de guerre. Et ça n'a toujours pas été reconnu. Ces femmes en Afrique, personne n'en parle. Elles sont violées, mutilées, et ça n'émeut évidemment pas ni les médias, parce que c'est ailleurs, parce que si, le docteur Mukwege est toujours protégé, les Yazidis... on a assisté au XXe siècle, 20e et XXIe siècle, à un génocide des Yézidis, parce que c'était des femmes. Il a fallu combien de temps, en réalité, pour que la communauté internationale apprécie en réalité une dimension particulière, à savoir que c'était en fait un crime de genre, en fait. Et s'il n'y avait pas eu les attentats sur le sol européen, je ne suis pas certaine qu'on serait intervenu pour, en tout cas, avec le califat, avec ISIS, etc. Et donc, ce que je crains, et quand vous allez dire, elle fait une obsession sur l'Iran, mais en même temps, c'est à peu près la même chose. Quand l'ayatollah Khomeini arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, il s'attaque au corps de la femme. Il y a une obsession maladive, qu'on le veuille ou qu'on n'ose pas le dire, parce que parce que ça concerne l'islam, soit on se dit oh là là c'est l'Afrique, ça a été des territoires colonisés, il ne faudrait pas qu'on en parle parce que du coup on va nous dire que c'est du post-colonialisme, du coup on ferme des yeux sur les crimes les plus barbares. Voilà. C'est ça mon point de vue en réalité. Et quand on a commencé à interdire, à imposer aux femmes un uniforme, à porter le voile, à les exclure de la fonction publique, la prix Nobel de la paix, qui est Shirin Ebadi, qui est à Londres, elle était magistrate, elle a été obligée de quitter son pays parce qu'on interdisait aux femmes d'être magistrates. Quand des femmes ont défilé dans les rues de Téhéran, aucune manifestation de féministes pour soutenir les femmes en Iran au moment de l'arrivée de l'ayatollah Khomeini. Et Khomeini était soutenu par des intellectuels. Et les talibans, quand ils reviennent au pouvoir, sont soutenus par les chancelleries occidentales en disant qu'il faut leur donner leur chance. Il faut leur donner leur chance. Donc, moi, et aujourd'hui, en réalité... c'est entre 2021 et 2023, vous avez une cinquantaine de décrets. Toutes concernaient les femmes. Toutes concernaient les femmes. Et donc, il y a un rapport qui est complètement maladif, obsessionnel, et donc ça ne s'arrêtera pas. Et donc, si on ne met... Et à tel point que, même quand il y a des discussions au sein de l'ONU en matière de développement, on accepte le diktat de ces fous de Dieu qui disent « nous, on ne veut pas de femmes dans nos réunions ». Justement, alors on pourrait y revenir. Déjà, juste un premier point, vous avez très justement parlé de l'Iran. On a encore eu ce week-end une actualité qui est un geste historique, je pense pouvoir le dire. L'étudiante Horroud Daryari qui... épuisée, harassée des violences qu'elle pouvait subir alors qu'elle aurait mal mis son voile, elle s'est déshabillée de colère et elle a pu déambuler près de sa faculté à Téhéran en sous-vêtements. Donc aujourd'hui, elle a été en Iran
internée parce qu'elle est jugée entre guillemets folle pour avoir osé se dévoiler, puisque en Iran le dévoilement est considéré comme un exhibitionnisme et donc comme une folie. Mais c'est important de parler de l'Iran parce que souvent la situation des femmes iraniennes est comparée et mise en lumière à l'aune de celle des femmes afghanes et réciproquement. Mais il y a aussi des différences dont vous pouvez sans doute nous parler, Shekeba Hachemi. Alors oui, moi je suis comme vous d'ailleurs, Nora, dans tous les combats de nos sœurs iraniennes, parce que voilà, je trouve qu'ensemble nous sommes plus fortes partout dans le monde et que tous ces combats malheureusement... c'est l'ennemi commun dont vous parliez d'ailleurs hier. Alors l'Iran, on me dit souvent, par exemple, je connais très bien, j'ai passé pas mal de temps ces dernières années parce que j'ai coécrit un livre avec Marie-Françoise Colombani qui s'appelle « Pour l'amour de Massoud » il y a quelques années, qui était le portrait de Massoud à travers sa femme qui vivait en Iran. Et donc j'ai bien connu et je suis la crise aussi en Iran. La grande différence entre l'Iran et l'Afghanistan, c'est qu'il faut resituer le pays. L'Afghanistan est un pays qui est en guerre depuis ma naissance. J'ai 50 ans, ça fait 45 années qu'il y a différentes invasions dans ce pays. Ça a commencé par les Russes. Et on l'oublie que c'est un pays qui s'est vidé de son cerveau, qui s'est vidé de son savoir à maintes reprises. L'exode au moment des Russes, l'exode au départ des Russes, guerre civile, l'exode taliban, première version, qui ont interdit toute forme d'éducation, les Russes qui avaient interdit l'éducation, le persan, mais tout en russe. Ce qui fait que vous avez un pays avec 98% d'analphabétisme chez les femmes, à peu près pareil chez les hommes, un pays qui a été détruit de toutes ses structures étatiques avec cette guerre, ces guerres différentes, un pays qui s'est vidé de son cerveau, avec une communauté de diaspora, je pense, une des plus grandes aujourd'hui dans le monde. Et c'est ça la situation économique aujourd'hui terrible, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés quand même en 2021, le 15 août 2021, les talibans, tout échange a été coupé avec tous les pays voisins, etc. Donc un pays qui aujourd'hui, d'après les Nations Unies, plus de 85% de la population ne mange pas à sa faim. Un pays où, quand les talibans sont arrivés, plus de 70% des employés dans les ministères étaient des femmes, donc interdiction de travailler, une femme égale derrière 5-6 enfants en moyenne pour nourrir ses enfants, parce que plus de 3 millions d'hommes tués, handicapés, etc., durant ces 45 années de guerre. Et de l'autre côté, nous avons l'Iran, des femmes iraniennes, où l'éducation n'a jamais été interdite en Iran. Les femmes iraniennes n'ont rien à envier avec vous et moi. Moi, je suis en contact avec des Iraniennes chefs d'entreprise, juristes, avocates en Iran, qui sont aujourd'hui celles qui sont debout et qui entraînent la population avec elles. Et je pense, l'espoir que, de toute façon, elles vont changer, elles vont changer la donne aujourd'hui, et heureusement. Donc on ne peut pas comparer les deux situations, parce que d'un côté, nous avons un pays avec 4-5 invasions différentes, avec 98% d'analphabétisme et la famine au quotidien, et de l'autre côté, un pays où l'éducation déjà n'a jamais été interdite. Et ça, c'est un grand mot. Et aujourd'hui, là où en Iran, nous avons ces femmes qui sont debout, ces intellectuels entraînés aussi, accompagnés par des hommes, de l'autre côté, nous avons une population analphabète qui a faim et que nous sommes en train de toucher les ténèbres de l'inhumanité dans leur quotidien. Quand les médecins français qui partent encore un peu pour cet hôpital à Kaboul, qui vous parlent de cette peur poisseuse, terrible, chez chaque Afghan et Afghane, qui viennent même se faire soigner en ne sachant pas si sur le chemin, ils vont se faire assassiner, lapider. Donc c'est ça, la terreur aussi. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que, aujourd'hui, les femmes afghanes, on ne veut pas en entendre parler parce que ça ne nous concerne pas. Mais rappelons aussi quand même que si en 2001, nous sommes intervenus en Afghanistan, quand j'ai dit nous, je parle de nos démocraties, je parle de l'Europe, des États-Unis, c'est parce qu'il y a eu le 11 septembre 2001. Massoud a été assassiné le 9 septembre. Je rappelle que c'était 2 faux journalistes de passeport européen. Il a été assassiné par ces faux journalistes le 9 pour avoir le 11 septembre, et tout de suite tous les grands géopoliticiens ont fait le lien qu'il fallait assassiner le seul résistant de cette région pour pouvoir proclamer d'avoir un pays que 20 ans après ils ont récupéré finalement aujourd'hui, l'Afghanistan. Et qu'est-ce qui s'est passé le 15 août 2021 ? 15 août 2021, en dehors du fait qu'ils ont interdit tout de suite tout aux femmes en disant vous restez chez vous,
ils ont fait un autre geste symbolique qui était de libérer les 7500 djihadistes du monde entier, plus de 37 nationalités, emprisonnés dans la base militaire de Bagram par l'ancien gouvernement afghan. Et quand ces djihadistes, c'était ceux qui étaient arrêtés juste avant d'appuyer sur le bouton kamikaze. Et ils venaient de 37 pays différents. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces djihadistes? Pourquoi aujourd'hui ce silence de nos politiques? On attend quoi? À nouveau qu'il y ait de 11 septembre, qu'il y ait de nouveau des attentats, parce que nous sommes en train de regarder un pays qui est devenu le laboratoire de fabrication des terroristes du monde entier. Le Daesh a sa représentation à Kaboul, l'État islamique est à Herat, à Jalalabad, à Kandahar. Tous les terroristes du monde entier sont aujourd'hui en Afghanistan. Et on continue à donner 90 millions de dollars chaque mois au régime taliban par les Américains pour leurs frais au quotidien. Et là où c'est terrible, et ça en devient même ridicule, c'est que il y a un monsieur au gouvernement afghan qui s'appelle Haqqani, qui est le ministre de l'Intérieur du régime taliban, sur la tête duquel les États-Unis ont mis 20 millions de dollars. Et c'est ce monsieur qui reçoit chaque mois les 90 millions de dollars de frais de fonctionnement de son régime. Donc, le ridicule, et c'est en ça que, quand on me donne l'occasion de prendre la parole, aujourd'hui, je n'arrive même plus à vous faire entendre, pas vous, parce que vous êtes là, vous vous intéressez, la société civile n'a jamais été aussi impliquée pour la cause des femmes afghanes qu'aujourd'hui. Mais les gouvernements n'entendent plus la voix des Afghanes. Moi, il suffit que j'allume même devant vous mon téléphone sur Messenger, où j'ai des dizaines, des centaines de femmes afghanes qui m'interpellent. Que disent les Occidentaux? Que disent chez Keba pendant 20 ans? On a eu la fenêtre d'espoir, tu nous as parlé de démocratie, de faire des blogs, d'être des femmes indépendantes, de créer des entreprises, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à des journaux, créer des magazines de femmes, etc. Que disent les Occidentaux aujourd'hui face à notre sort? Je ne sais pas répondre à cette question. Mais du coup, aujourd'hui, moi, je suis là aussi pour dire... Mon pays est devenu le laboratoire de fabrication de terroristes. Quand est-ce que les politiques vont se réveiller pour dénoncer ça? Parce que ça sera notre problème ici, même si on ne veut absolument pas entendre parler des 28 millions de sacrifiés. Évidemment. Et alors, justement, je voulais vous faire rebondir, Jeannette Bougrab, et en remettant un contexte pour les spectateurs. En juin dernier, à Doha, l'ONU a tenu une réunion quand même, où les talibans ont été reçus, sous condition, attendez. Les conditions, c'était quoi? Et c'est très important de le dire, qu'il n'y ait aucune femme afghane présente, et qu'en plus, on n'aborde pas, de près ou de loin, le sujet des femmes afghanes. Qu'a fait l'ONU? Elle a dit oui, elle a courbé l'échine, et les talibans ont pu siéger à l'ONU. Jeannette Bougrab, j'aimerais vous entendre sur ce sujet, et même plus largement sur la question de ce silence, de ce laisser-faire politique. Je voulais juste revenir une seconde sur l'Iran parce que l'effort de scolarisation des femmes en Iran avait été initié par le Shah d'Iran, en fait, et notamment qui avait aussi interdit le voile, et Khomeini remet le voile. Mais là, vous allez l'entendre, mais je l'ai écrit, donc en réalité, mais dans les campagnes, le fait d'avoir le voile a levé en fait le crâne de certaines familles et ont accepté d'envoyer les filles à l'école. Voilà. Et donc, c'était un peu cette espèce d'effet inattendu du voile dans un régime qui était, évidemment, Téhéran était très urbain, etc. Mais dans les campagnes, le voile a été vu, le fait d'avoir une institutrice voilée, en fait, rassurait les familles. Et donc, progressivement, vous avez un taux de scolarisation en Iran qui est remarquable. Mais ne vous y trompez pas, en Iran, les femmes ne peuvent pas accéder à des postes très importants et on a exclu de la fonction publique les femmes d'un certain nombre de postes. Donc, elles vont à l'université, d'accord, mais elles ne seront jamais membres de la Cour suprême, elles ne seront jamais professeurs, etc. Donc ça, il faut quand même un peu le nuancer. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et sur la question de l'organisation internationale, de l'ONU, j'ai écrit dans le Figaro cet été, en fait, un papier qui était un coup d'humeur, en fait, parce que je me suis dit, c'était au moment des Jeux Olympiques, donc il y avait cette jeune Afghane qui réussit en taekwondo.
Je crois que vous en avez fait un très beau papier. Ouais, j'ai eu la chance de faire son portrait dans le Point mardi à midi, vous avez raison d'en parler. Et vous voyez, du taekwondo, moi déjà le mot, mais on se dit quand même, elle dédie sa victoire à toutes les femmes afghanes, et qu'est-ce qu'elle reçoit? Un tonneau de menaces. Donc ça montre bien que là on est ensemble, on parle du droit, c'est même pas on en est juste à la question de la survie des petites filles afghanes. On parle pas de, on est à un niveau en fait de tel, on a une surmortalité infantile très forte chez les petites filles, on le voit déjà. On voit une surmortalité des femmes parce qu'elles n'ont pas accès aux soins, parce qu'on interdit aux femmes d'avoir accès aux études de médecine. Mais ce qui montre bien quelque part, elle est en France, elle est réfugiée, elle remporte dans une discipline où elle montre la force des femmes. Elle reçoit des menaces de mort parce qu'elle dédie sa victoire à des femmes qui vivent l'enfer là-bas. Vous voyez, et des menaces qui viennent aussi de France. En effet, mardi à midi. Alors peut-être que tu peux en parler. Oui, je vais en parler rapidement. J'ai eu la chance de pouvoir beaucoup la rencontrer, l'aider du mieux que je pouvais, même si beaucoup moins que toi, Shekeba, qui aide beaucoup de femmes à travers le monde. Mardi à midi, justement, taekwondoïste. Elle est arrivée en France. Elle n'a pas pu concourir parce qu'elle a une blessure, mais elle est taekwondoïste. Et en fait, elle a reçu, parce qu'elle a, entre guillemets, osé critiquer, et tu pourras peut-être y revenir, la question des joueurs d'équipe de cricket, parce que le cricket est un sport qui est vraiment, qu'elle vend en poupe, si je puis dire, en Afghanistan. Elle a osé les critiquer parce qu'elle a dit qu'ils portaient la couleur des talibans. Et alors là, elle a reçu un tel déferlement de haine, plus de 4600 messages, menaces de mort, de viol en France, et elle m'a dit d'ailleurs dans cette interview dans Le Point, j'ai l'impression d'être à Kaboul en plein Paris. Et vous avez tout à fait raison d'en parler, parce que ça arrivait dans ce contexte où justement, comme j'en parlais tout à l'heure, à l'ONU, on reçoit les talibans. Et elle se dit, mais si moi je ne suis pas en sécurité, je suis venue en France, j'ai obtenu cette place en France parce que j'ai vu les talibans arriver, elle, en 2021, elle est assez jeune, et là je ne me sens plus en sécurité dans ce pays dont on m'avait promis la sécurité. Comment chacune d'entre vous, peut-être vous pouvez l'expliquer? Mais parce que la question des Nations Unies, je vous rappelle que nous-mêmes, nous avons été condamnés à plusieurs reprises par les comités des droits de l'homme. Et donc la question de... Parce qu'en fait, dans les discussions avec les talibans, l'ONU, la première session, ils n'avaient pas été invités, les talibans. Donc là, ils sont pour éviter, donc là, ils sont invités, on leur dit, et Agnès Callamard, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International, a évidemment qui était en charge auparavant des exécutions en réalité au sein des Nations Unies. C'est notamment elle qui avait enquêté sur l'assassinat de Khashoggi au consulat en Turquie. Cette manière de procéder des Nations Unies fait que parfois ça me décourage. Voilà. Ils ont une conception quand même très particulière. Je vous dis, la France a été condamnée sur les questions de voile. Donc on a été considérés comme discriminants et d'une certaine manière, le fait d'avoir accepté cela, c'était ce renoncement en fait, et d'accepter que ces barbares imposent. L'ONU, on ne peut pas dire que l'ONU c'est le monde occidental, même si la charte a été rédigée à un moment où effectivement de nombreux États n'étaient pas indépendants. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils reprochent en fait. Je pense que c'est... Je vais essayer peut-être... pas de refaire une parenthèse, mais en réalité, le problème des Nations Unies aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des États le rejettent parce qu'en réalité, comme vous le savez, la Charte universelle des droits de l'homme a été rédigée en 1949, en fait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que les États, un certain nombre d'États, n'étaient pas décolonisés. Et donc, ils n'ont pas participé à la conception de la déclaration. Donc, ils estiment qu'en réalité, cette déclaration-là, avec cette conception des droits de l'homme, eh bien, elle est occidentale. C'est celle de l'ensemble des anciennes puissances coloniales. Et donc, par conséquent, ils disent, mais on ne veut pas se voir imposer des règles qui, en réalité, étaient celles qui ont été adoptées par nos anciennes puissances coloniales. Par exemple, la Chine estime que cette conception occidentale des droits de l'homme ne leur est pas applicable. L'Arabie saoudite a beau ratifier le pacte international sur les droits civils, pareil. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est un peu le tenant de ce qu'est, vous savez, le groupe des BRICS ou du Global Sud.
en disant il y a le monde le monde du Nord avec ses idées, ses principes, voilà. Mais nous, on a des droits, on a une conception des droits différente. Et permettez-moi juste de faire cet écart. Vous voyez, par exemple, hier, on a débattu sur la question de l'excision, enfin, tu en as parlé, mais il faut savoir que certains pays, comme en Indonésie, pratiquent l'excision médicalisée par des médecins et ils font pression au sein des Nations Unies pour que l'excision, et donc contre l'UNICEF, afin que l'excision soit reconnue sur le plan international. Donc si on ne se bat pas dans les couloirs de New York ou de Genève, vous aurez bientôt des conceptions en réalité différentes des droits, et le principe d'égalité tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire l'égalité entre hommes et femmes, que des mutilations ne sont pas acceptables, même pour des raisons religieuses, culturelles, mais je peux vous assurer en tout cas que vous avez peut-être plaisir à aller à Bali, sur les plages de sable chaud, etc. Mais moi, j'irai jamais parce que de toute façon, vous avez une province qui s'appelle la SEC qui applique la charia. C'est pareil pour les Maldives. Hein. C'est pas la peine d'aller aux Maldives. Charia s'applique. Hein, on va faire. Non, parce que vous faites du tourisme en respectant les règles environnementales, mais les droits des femmes n'est jamais pris en considération. Donc vous devriez penser à vos destinations touristiques en fonction du respect des droits des femmes. Et alors, chez Keba, chez vous, l'ONU, les talibans, comment vous l'avez vécu ? Je ne vous envoie pas non plus à Kaboul, parce que revenons au sujet des femmes afghanes. C'est pour ça que je suis là. Et moi, ce que je voudrais comprendre aussi, c'est que dans la salle, il y a des élus, parce que j'ai eu la chance d'en connaître certaines. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Afghanistan, par rapport au traité de Rome, c'est un crime contre l'humanité. Il y a des pays comme l'Australie, le Canada, l'Allemagne, la Hollande, essayent de porter auprès de la Cour internationale de justice, voilà, de porter plainte contre ce régime, déposer plainte contre le régime des talibans comme crime contre l'humanité. La France est silencieuse à ce jour. La France n'a pas accepté de se prononcer. Donc, pardon de revenir bassement matériel sur ce sujet, mais moi, je suis franco-afghane, donc j'ai honte que mon pays, la France, reste silencieuse sur ce sujet qui est quand même prouvé, selon le traité de Rome, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide, c'est un génocide genre. Aujourd'hui, l'Afghanistan, unique au monde, ce qui se passe en Afghanistan, unique. Tous les spécialistes vous le disent aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan avec ces 28 millions de femmes, c'est-à-dire que vous naissez femmes ou petites filles, donc vous êtes déjà condamné à mort. Donc, que fait notre pays aujourd'hui face à, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans la même lignée que le Canada et l'Australie et l'Allemagne et nos voisins, etc., sur ce sujet-là. Donc ça aussi, c'est très gênant aujourd'hui, c'est de voir ce silence politique face au sort des femmes afghanes. Et je pense qu'il y a aussi un appel qui est en train de se préparer auprès de la Cour pénale internationale aussi. Je suis très entourée, et vous en connaissez aussi beaucoup, chère Nora, des avocates qui prennent aujourd'hui vraiment position sur la situation des femmes en Afghanistan, sur ce génocide. Je rappelle quand même que déjà en 70, Antoinette Fouque, cofondatrice de MLF, parlait de génocide en Iran, et qu'aujourd'hui nous sommes en 2024 et ceci se pratique. Et moi, ce qui me met aussi quand même dans un état de colère et silencieuse toujours, Madame Kamala Harris n'a pas pris position sur la situation des femmes afghanes pendant sa campagne. Madame von der Leyen en Europe ne prend pas position sur ces questions des femmes afghanes, même s'il y a des députées européennes qui aujourd'hui se sont quand même lancées, tout bord confondu, tout parti politique confondu, pour dire ce qui se passe en Afghanistan avec les femmes afghanes, c'est juste inacceptable. C'est ce silence-là qui devient très compliqué à comprendre. L'ONU, moi je pense que, pour revenir à l'ONU, à votre question, parce que je réponds quand même à votre question, pour moi c'était une institution qui était formidable au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui répondait à un besoin à cette époque-là, qui aujourd'hui pour moi est obsolète. Le 15 août 2021,
Le responsable de l'ONU était en vacances et quand je les ai appelés, parce qu'il se trouve que j'ai la chance de connaître Pramila Patten, la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les violences faites aux femmes, je dis où est le responsable de l'ONU Femmes? Elle dit ils sont en vacances pour faire même pour faire une demi-résolution pour dénoncer ce qui se passe. On a attendu au mois d'octobre pour que l'ONU Femmes commence à dénoncer un peu ce qui se passe en Afghanistan. C'était long les vacances quand même. C'était voilà. Octobre. Exactement. Et même les résolutions, ce sont des résolutions tellement avec une lâcheté tellement molle qu'on se demande même si c'est pas fait juste pour justifier qu'on a fait une résolution. Par exemple, il y a une résolution très, très sympathique qui était d'interdire aux chefs du régime taliban de se déplacer. Et encore le mois dernier, on les a vus dans les avions de Qatar aller faire le pèlerinage à la Mecque, etc. Et ça n'a dérangé personne qu'il y avait une résolution pour ces mêmes personnes pour ne pas sortir de l'Afghanistan. Tout comme la résolution pour qu'il n'y ait pas les autres représentants des terroristes, le Daesh, l'État islamique, qui soient représentés en Afghanistan. Non seulement ils sont représentés, et en plus ils ont des ministères. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe en Afghanistan, ce n'est pas les talibans des Afghans qui interdisent aux femmes et une espèce de terreur contre les femmes, etc. J'ai encore eu, avant-hier, je racontais à Nora Bussini, avant-hier, Wassima, une des anciennes profs d'une de mes écoles à Parman, qui m'appelle et qui me dit mon beau-frère, mon mari, son mari, elle est veuve, elle élève ses 7 enfants, et son beau-frère a accepté un mariage de sa fille aînée de 13 ans avec un combattant taliban. Et elle me dit, ma fille se fait donc violer tous les jours par son mari dont elle ne parle même pas la même langue. Je dis, quelle langue il parle? Je ne sais pas, c'est entre l'arabe, etc. Il y a des combattants tchétchènes en Afghanistan, il y a des combattants ouïghours, il y a des combattants chinois, il y a des combattants de toute l'Asie centrale. Il y a des gens qui viennent de nos banlieues, de Molenbeek de Belgique, il y a des gens qui viennent de nos banlieues de France, qui sont tous en Afghanistan, qui vont aussi se prendre des femmes, des jeunes filles comme épouses. Tout comme exactement, pour faire l'analogie avec mon autre combat qui est le viol comme arme de guerre avec Denis Mukwege, c'est que quand on a vu les Yézidis, aujourd'hui les familles Yézidis rentrent chez elles, mais on laisse leurs enfants parce que les Yézidis ne veulent pas des enfants nés du viol dans les orphelinats en Irak, et ce sont des enfants de djihadistes qui sont venus d'Europe. Et aujourd'hui, en Afghanistan, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a des enlèvements, il y a des mariages forcés, des petites filles de 7, 8, 9 ans, des ventes d'enfants pour tous ces djihadistes, qui viennent du monde entier. Donc ça veut dire que c'est aussi un problème. Maintenant, ça devient notre problème aussi. Et donc, par tous les angles qu'on prenne ces ténèbres de l'inhumanité en Afghanistan, on est impliqué. Nous sommes responsables. En 1996, quand Kaboul a été pris par les talibans, nous n'avions pas tous ces réseaux sociaux, nous ne savions pas, et ça nous arrangeait, nous l'Occident, de dire c'est un problème afghano-afghan. Jusqu'au 11 septembre 2001, où on s'est rendu compte que non. En fait, ces djihadistes, ces terroristes qui ont fait les attentats, leur base était l'Afghanistan. Ils venaient de Jalalabad, ils venaient de Kandahar, de Peshawar, de l'Afghanistan. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui se passe. Vous savez, je le raconte souvent, y compris à des jeunes qui sont là, des universitaires que j'adore, parce que j'aime beaucoup quand on rencontre l'avenir, il y a des jeunes. Et quand je leur raconte que moi, je suis l'histoire contemporaine, quand on vous apprend, quand on enseigne, ma fille à Paris, là, il y a la Deuxième Guerre mondiale, c'est loin, on se dit, voilà, c'était comme ça, il faut devoir de mémoire. Mais moi, j'étais là. 2001, j'étais la première femme diplomate du régime libre après la chute des premiers talibans. J'étais là aux négociations avec l'Occident où on a promis au peuple afghan qu'en échange de collaboration contre le terrorisme international, on allait reconstruire ce pays. Nous sommes en 2024, l'histoire se répète. Massoud était venu le 5 avril 2001 à Strasbourg, à Bruxelles, pour dire cette dernière phrase: si vous ne venez pas dans mon pays pour nous aider, nous qui faisons rempart contre le terrorisme international, ce qui se passe dans mon pays se passera demain dans votre pays. C'était avril 2001. Il a été assassiné le 9 septembre pour avoir le 11 septembre. Nous sommes aujourd'hui en train de répéter l'histoire. Et si contemporaine, il y a eu 20 ans entre les deux.
Et ça, c'est ça qui est le plus terrible et c'est ça qui me met le plus en colère. C'est ce silence face à quelque chose qu'on a vu, qu'on voit. Et j'ai 50 ans. J'avais 20 ans. J'ai 50 ans. Ça fait 30 ans que je répète la même chose. Alors ça devient fatigant. Je dis à mes copines iraniennes, quand elles me disent « on n'en peut plus, comment t'as fait ?» Je dis « attendez les filles, ça fait seulement 2 ans et ce n'est que le début du combat. » Eh bien moi, ce qui me met en colère et ce qui fait que je continue à prendre la parole et à les dénoncer, c'est que c'est notre problème. Le pavot, la drogue avec lequel les talibans sont en train de se payer tout ce qu'il faut, c'est la drogue que nous avons dans nos villes, ici. Les terroristes qui sont en train de fabriquer, ce sont les kamikazes de demain, ici. Donc réveillons-nous, parce que cette fois-ci, contrairement à septembre 1996, 15 août 2021, nous savions tous que nous avons donné la clé au régime le plus totalitaire et terroriste du monde entier. 80 milliards d'armes laissées le 15 août 2021 au régime taliban. Et pour revenir et juste conclure par rapport à ce que vous avez dit par rapport à Marzia Hamidi, les 4500 menaces, etc., c'est qu'on oublie aussi le Pakistan, on oublie les pays voisins. C'est pas pour rien qu'on nous a appelé la route de la soie. Nous sommes le chemin. L'Afghanistan, qui a fait l'objet d'autant d'invasions depuis les Anglais, etc., c'est parce que nous sommes le chemin pour le commerce. Aujourd'hui même, il y a déjà des accords signés avec la Chine, 50 milliards, le nouveau projet Silk Road avec la Chine et le régime taliban, avec la Russie, avec le Qatar, avec le Pakistan étant le grand frère des talibans. Et pour juste vous raconter, parce que moi j'aime les choses très concrètes, le cricket c'est un sport au Pakistan. Le sport qui est de tous les Afghans qui sont frontaliers avec le Pakistan. Toute cette zone qu'on appelle le Waziristan, on ne sait pas si c'est l'Afghanistan ou le Pakistan. Parce que quand M. Durand, en 1800 quelque chose, a signé depuis Londres la frontière, c'est que, bon, voilà, la frontière ne se dessine pas comme ça. Eh bien, quand Marzia a dénoncé le groupe des cricket, il y a tout le Pakistan qui, s'ils pouvaient tous venir ici en France et l'assassiner, ils l'auraient fait. Mais on ferme aussi les yeux sur tout ça. Et je rappelle juste le courage d'une femme qui n'est plus là, qui pour moi était mon mentor, que j'étais sa conseillère, qui est Nicole Fontaine, la présidente du Parlement européen. Quand Nicole Fontaine a reçu à Bruxelles Massoud, avril 2001, elle s'est fait un peu engueuler par le protocole parce que ce n'était pas un chef d'État, c'était juste un chef de guerre. Et Nicole Fontaine a fini son intervention aux côtés de Massoud en disant « Aujourd'hui, en tant que présidente du Parlement européen, je voudrais qu'on fasse pression sur les pays qui soutiennent le régime des talibans et qui sont les premiers dans l'achat d'armement. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, etc. » Et bien aujourd'hui, c'est exactement pareil. Nicole Fontaine n'est plus là. Et moi, j'adorerais qu'on ait des politiques dignes de ce nom, avec une vraie volonté de politique, parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme disait, c'était Desmond Tutu, je crois qu'il disait que si on est silencieux face à l'injustice, ça veut dire qu'on est du côté de l'oppresseur. Donc aujourd'hui, notre silence face à ce qui se passe en Afghanistan, le régime taliban, ça veut dire qu'on est du côté de ces terroristes. Alors, je vais remettre juste un contexte. En 2020, quand même, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, elle a voté à l'unanimité l'ouverture d'une enquête, justement, pour crimes contre l'humanité présumés et crimes de guerre présumés envers l'Afghanistan. Là, aujourd'hui, on a quand même, je vais vous faire intervenir dessus, Jeannette Bougrave, on a quand même des activistes, des militantes qui se battent pour faire reconnaître la notion d'apartheid de genre, justement, dont vous en parliez. Jeannette Bougrave, qu'est-ce que vous... Parce que cette enquête qui a été votée, elle date de 2020. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Elle est plus ancienne, en fait. Oui, elle a été proposée en 2003, en effet. Elle a été remise. Donc, vous savez très bien à quel point les enquêtes de la Cour pénale internationale sont longues et nécessitent de pouvoir aller sur le terrain, ce qui effectivement pose quelques difficultés. Mais en France, enfin, il y a quand même une décision qui est intervenue suite à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui reconnaît, et ça c'est quand même quelque chose de concret, de positif, de montrer que la France a une politique d'accueil de ces femmes afghanes en tant que femmes. On leur reconnaît le fait d'appartenir à un groupe, d'un groupe qui est opprimé, a droit à ce statut de réfugié protecteur en France. Et ça, c'est une nouveauté. Alors juste là-dessus, Jeannette, il faudrait quand même, entre les bonnes volontés et je remercie beaucoup cette décision, mais remettons-le dans le contexte. Vous êtes afghane aujourd'hui, en Afghanistan, vous n'avez pas de passeport.
Vous ne pouvez pas vous déplacer sans homme. L'homme qui soit de votre lignée directe de sang. Donc prouvez que vous vous déplacez. Vous n'avez pas d'argent, vous ne savez même pas comment nourrir vos enfants. Comment vous faites pour sortir de l'Afghanistan, pour aller aux pays voisins, qui sont les seuls, l'Iran et le Pakistan? On a vu que l'Iran les maltraite, les réfugiés afghans, de manière terrible. Le gouvernement iranien leur interdit même d'acheter du pain. On a eu tous voilà, l'accès à tout, y compris à aller dans une boulangerie. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, j'ai des centaines, milliers de femmes au Pakistan et en Iran qui n'ont même pas accès à aucun consulat européen. On ne leur donne pas rendez-vous dans un consulat pour aller récupérer un visa. Donc, si vous n'avez pas de passeport... Donc la décision est formidable. Mais la décision, elle est totalement... Enfin, elle est inédite. Donc mes fonctions me conduisent à penser que c'est quand même très rare, enfin, même, c'est quand même sans précédent. Ça s'inscrit un peu parce que on peut parler effectivement de la politique internationale qui de toute façon sera sur le temps long. Voilà. Immédiatement, eh bien, des femmes qui trouvent... Il y a des filières de migration clandestine. Il faut espérer que des réseaux s'organisent pour ces femmes-là. Et voilà. Mais en tout cas, je constate qu'une mesure concrète, qu'une femme qui arriverait par miracle à passer les frontières serait protégée, et ça rappelle d'une autre manière, en écho à ces femmes qui fuyaient pour faire protéger leurs filles du risque d'excision dans le pays. Et on leur accordait le pays, alors que c'était des pays qui étaient sûrs, mais le fait même de toucher à cette intégrité physique faisait que la mère avait droit, avec sa fille, à un titre de réfugié dans le pays. Et ça, c'est important. C'est des outils juridiques qui vous paraissent totalement secondaires, mais le droit d'asile a été créé justement pour protéger ceux qui sont victimes dans leur pays d'oppression. Donc je ne veux pas, pourtant, vous savez que je suis quand même quelqu'un de pessimiste, me dire que ça ne sert à rien parce que de toute façon, ils ne peuvent pas sortir de leur territoire. Non, dans ce cas-là, c'est pas l'objet. Il y avait des femmes qui n'avaient pas de titre de séjour régulier, qui n'avaient pas cette protection-là. Elles sont allées devant les juridictions compétentes et elles l'ont obtenue. Donc c'est déjà ça. Voilà. Moi là-dessus, je refuse de me dire que ça compte pas, parce qu'en gros, la grande majorité ne pourront pas venir. Voilà. Ça, je refuse de dire ça. Non, on n'a pas dit que ça comptait pas. C'est quand M. Bardella le prend comme argument en disant les femmes afghanes, quelle est leur valeur ajoutée pour la France, et on va se retrouver envahies par les femmes afghanes. C'est pour ça que je rappelle qu'on ne va pas être envahies. Jordan Bardella la semaine dernière, en effet. Faut mettre le sous-titre, parce que moi, je n'ai pas compris le sous-titre. Quand une décision d'une juridiction administrative est favorable à l'ensemble des femmes afghanes et des petites filles afghanes, je ne pense pas à Jordan Bardella. C'est spontanément. Ça, ce n'est pas dans mon mode de fonctionnement. Donc voilà, je salue le travail qui est fait par la CNDA, et en me disant que voilà, la difficulté, je vais vous dire, moi, c'était que vous savez qu'il y a eu cette polémique sur les migrants afghans, c'est que la France acceptait beaucoup d'hommes afghans, ce que ne faisait pas l'Allemagne. Et donc, du coup, il y a toujours et donc il y a eu un recadrage de savoir effectivement les jeunes hommes qui arrivent. La question on va devoir se poser, c'est est-ce que eux ne sont pas des oppresseurs dans leur pays? Donc c'est ça aussi. Donc moi là-dessus, je suis une politique très très américaine là-dessus. J'aurais tendance à refuser les hommes afghans. Voilà, ça fait partie des règles qui, pour moi, seraient... Il n'y a pas de raison que des gens qui oppressent des femmes dans leur pays puissent avoir un statut de réfugié ou en France. Voilà, donc ça, c'est non. Voilà. C'est pas possible. Mais sur la question de... Mais en t'écoutant, parce que j'ai eu qu'une courte période dans ma vie au sein d'un gouvernement, enfin, moi, je comprends absolument pas. Il y a des gouvernements qui sont très volontaristes. Le président de la République avait fait des violences faites aux femmes la grande cause de son précédent quinquennat. Il y a inscrit dans la politique diplomatique française cette dimension féminine. Hein. C'est inscrit dans leur programme, je crois, en 2019. Donc, il y avait autrefois une ambassadrice pour le droit des femmes. Et donc, dans ce cas-là, il appartiendrait à la France de s'associer avec les autres pays européens devant la Cour pénale internationale. Ou de manière très pragmatique, mais ça, il faut être un peu, comment dirais-je, audacieux. Voilà. On parlait de la Chine.
c'est qu'en réalité, aujourd'hui, c'est que nous avons quasi aucune influence sur l'Afghanistan. Par contre, un partenaire économique qui investit, combien tu as dit, 50 milliards, bien, au même moment où la France va aller se déplacer à Pékin pour sauver la filière liquoreuse, puisque vous le savez, la Chine vient d'élever ses droits de douane pour l'importation de cognac, eh bien, c'est aussi une manière de négocier avec les Chinois, d'imposer que la dimension féminine, c'est comme ça que ça se passe en réalité. C'est pas nécessairement entre chancelleries. C'est de la politique. Et donc, moi, je suis très surprise. C'est que pourquoi, enfin, on peut faire des colloques là. La seule chose, c'est que ceux qui ont à rendre des comptes, c'est le Quai d'Orsay et le chef de l'État. Et comme le chef de l'État, en ce moment, a peut-être un peu moins de choses à faire, c'est peut-être l'occasion rêvée de se donner une... L'Union européenne, elle finance, il y a des financements en matière humanitaire, elle doit poser ses conditions aussi. Et l'autre manière, c'est quand on sait qu'on n'est plus en capacité d'influencer, c'est d'aller voir les Chinois, parce que les Chinois, effectivement, les questions des femmes, c'est pas leur priorité, les droits de l'homme, pas vraiment leur priorité, mais ils auront besoin d'un certain nombre de ressources pour cela. Et donc, sinon, il faut être efficace, voilà, et que je veux pas voilà, il faut demander des comptes. Je sais qu'il y a un dernier mot et après on va passer aux questions du public, ou tu souhaitais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. On va passer aux questions quand même du public, parce que moi je voulais un petit peu conclure dessus. C'est parce que je suis une citoyenne française lambda comme beaucoup de monde, et on a, nous, ce sentiment d'impuissance, ce qu'on peut faire aussi peut-être à notre échelle. Je pense que c'est les questions qui vont poser. La salle est quand même très remplie. Ça prouve que la question des femmes afghanes, elle préoccupe, elle indigne, mais il y a ce sentiment d'impuissance. Est-ce que quelqu'un a des questions ici qui souhaiterait échanger? Monsieur là-bas, je vous en prie. On est tous présents ici, on est tous conscients, vous nous avez donné des informations supplémentaires, mais bon, dans l'ensemble, on est conscient de ce qui se passe. Mais nous sommes venus à une conférence dont le titre est « Comment soutenir les femmes afghanes ». Donc nous vous demandons concrètement comment soutenir les femmes afghanes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci beaucoup. Et effectivement, écoutez, comme je disais brièvement tout à l'heure, moi je suis ravie parce qu'il y a des élus d'ici qui sont venus me voir en disant voilà, on voudrait que vous reveniez, qu'on fasse une journée ici pour justement savoir comment on fait concrètement pour aider les femmes afghanes, ne serait-ce que de se rassembler. Donc moi je pense que c'est à tous les niveaux. D'abord en parler, le fait d'être là ici, c'est très important parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des événements autour de ce sujet. Interpeller les élus de vos villes pour dire, voilà, faire les députés à l'Assemblée nationale, des représentants de vos régions, pour dire politiquement qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses en fait très concrètes pour les femmes afghanes. C'est que d'abord, sur le plan humanitaire, c'est un des endroits où il fait le moins bon vivre sur la planète. Et pour les femmes, toujours les chiffres de l'ONU, les programmes alimentaires ne sont pas du tout accordés comme ça devrait être face à cette famine, parce qu'il y a aussi ce petit sujet qu'on prend toujours, c'est entre négociation et discussion, on l'utilise quand ça nous arrange. Est-ce qu'on discute avec les talibans? Est-ce qu'on négocie? Ça nous arrange à l'ONU, de les recevoir à Doha sans aucun sujet sur les femmes, mais par contre de l'autre côté, on est sceptique, le programme alimentaire mondial, on ne va pas faire un grand programme de distribution parce que si y a les talibans qui prennent au milieu, etc. Donc ça, c'est toujours très compliqué. Pour moi, il ne faut pas mélanger discussion et négociation. Toutes ces institutions qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, le but, c'était aussi apolitique et d'arriver quelque part et donner à manger là où il y a la famine. Donc aujourd'hui, il y a deux situations où on peut intervenir. C'est politiquement, les femmes afghanes ont besoin d'une vraie prise de position politique de nos gouvernements ici en Europe. Et deuxièmement, c'est un vrai programme à l'échelle de tout le pays, un programme alimentaire, le pays qui est en train de sombrer économiquement dans un état catastrophique, plus de 85% qui ne mangent pas à sa faim. Donc c'est vraiment les deux. Arrêtons les projets à faible impact en disant, voilà, on va faire une petite école, etc., machin, tout ça. Aujourd'hui, elles veulent une vraie prise de position. Et il y a juste un chiffre que je veux rappeler, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, ce sont chez les femmes afghanes et les jeunes,
de 15-25 ans que le taux de suicide sont les plus élevés. Peut-être parmi les mesures, une mesure très simple, ce serait qu'il y ait une pétition et demandant expressément qui passe et qui signe, et puis s'il y a 1 million de signatures, de demander au chef de l'État de s'associer à l'ouverture de l'enquête, que la France se porte partie auprès de la Cour pénale internationale. Ça, c'est quelque chose, un mouvement citoyen très fort qui permettrait en tout cas de montrer aux ministres et aux politiques qu'il y a des citoyens qui comptent, qui votent et qui pensent que cette situation est importante. Vous savez, on peut très bien décider aujourd'hui dans org, je ne sais plus le nom du site internet, change.org, et qu'ensuite cette pétition, et que peut-être ainsi le Quai d'Orsay daignera éventuellement s'intéresser à ça. Je pense que, et je crois que c'est, et de même, et ensuite, j'avais bien quelques idées, mais c'était des idées de barbouze, alors je ne suis pas certaine qu'elles soient prononçables au cours de cette séance, et notamment... en même temps, mon père a fait la guerre d'Algérie, et donc voilà, c'est l'exfiltration. C'est-à-dire qu'on avait, il y a 2 ans, vous vous en souvenez, de David Martinon, et comment la France a accepté d'exfiltrer un peu sur la pression, y compris des gens qui avaient été traducteurs, etc. Ça doit être aussi des négociations pour permettre en fait à des femmes, puisque Chekaba a raison, ils n'ont pas de titre, c'est-à-dire qu'on passe des négociations et qu'on conditionne l'aide avec éventuellement des jeunes femmes qu'on ferait sortir d'Afghanistan, mais de manière... soit de manière un peu barbouzerie, soit un peu liée en fait à une négociation entre multilatérales face à l'Afghanistan en contre-échange d'aide humanitaire. Parce qu'il faut les faire sortir du territoire. Voilà. On va pas, moi, je ne vois pas la possibilité d'un renversement de régime. C'est impossible. Non, mais soit vous en laissez crever 28 millions, parce que c'est ce qui va arriver. Le taux d'alimentation, c'est 88% de la population ne mange pas à sa faim. Soit, comme la France a sorti du territoire national, David Martinon l'a dit, un certain nombre de personnes, on peut très bien décider qu'il y a des étudiantes, évidemment qu'on ne va pas sortir 28 millions de personnes, mais il y a des gens, il y a des étudiantes, il y a des médecins, il y a des avocates, il y a un certain nombre de personnes qui doivent sortir du territoire. Jeannette, soyons lucides, on a sorti 2700 Afghans en 15 août 2021 en mettant les moyens, et ça a fait pendant des mois et des mois, ça a fait un débat en disant que la France est envahie par les Afghans. Comment aujourd'hui on ne va pas faire venir les 28 millions comme ça? Avec 2700, on a eu pendant des mois et des mois, j'étais interpellée partout en disant on est envahi par les Afghans. Non, moi je suis pas d'accord. On parlait de l'histoire. Enfin, à des moments dans l'histoire de France, vous êtes peut-être trop jeune pour les boat people. On a accueilli. Mais même si Jordan Bardella, encore une fois, dit cela, ça ne va pas changer ma position. Qu'on a accueilli 2700 personnes, ce n'est rien. Enfin, il faut quand même rapporter l'Allemagne, quand elle a accueilli des Syriens, il y a des journalistes dans la salle, quel était le nombre de réfugiés syriens en Allemagne? Donc 2700 femmes, on a l'impression d'être envahis. Enfin, on ne va pas se laisser influencer par Jordan Bardella, qui a écrit ses mémoires. Moi, dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Alors, Jeannette, vous parlez comme si vous ne les connaissez pas, les politiques. Il est où le courageux qui va dire aujourd'hui on va filtrer 28 millions de femmes afghanes? Alors, je vais quand même prendre une question. Là, je vois qu'il y a une question dans le public, quand même. C'est important. Le monsieur attend depuis tout à l'heure. Je vous en prie, monsieur. Bonjour Pierre Gattaz, et bravo pour votre courage et vos combats répétitifs que je connais bien. Et vraiment, c'est formidable, cette émotion et ce courage que vous avez pour défendre ces causes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors juste tenter d'avoir une petite synthèse de votre part. Pourquoi Van der Leyen et Macron n'ont pas eu le courage de s'associer à l'Australie, à l'Allemagne, etc. Je ne comprends pas. Alors, peut-être qu'il me manque des choses. Pourquoi ce manque de courage qui paraît tellement évident? Deuxième chose, est-ce que d'autres pays arabes raisonnables se battent sur ces combats-là, où il y a une communauté, il y a une... ça c'est ma deuxième question, parce que ce serait intéressant de voir ces pays arabes raisonnables, responsables, de prendre position. Et troisième chose, en synthèse, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, comment on peut renverser des régimes pareils, qui sont tellement délirants au XXIe siècle,
Et c'est ça la question, moi, que je me pose tous les matins en me levant. Je me dis, mais comment on peut laisser passer des horreurs pareilles au XXIe siècle? Alors je sais que c'est une question extrêmement compliquée, mais il faut quand même les régler, ces questions-là, parce que si on laisse dériver ce genre de choses, et on voit l'Iran derrière, il y a 2-3 pays comme ça, je dirais que là on est un petit peu très angoissé. On va prendre deux autres questions après on va... Alors, je vais faire très rapide. Celle-ci, après on fait les deux autres, et après on pourra, malheureusement le temps nous manquera. Donc, alors je vais faire très rapidement parce que... C'est important. Voilà. Je pense que je rejoins un peu ce qui a été dit. C'est la seule chose aujourd'hui, c'est de faire une pression économique. C'est que l'aide humanitaire soit conditionnée, que ces 90 millions que les Américains donnent tous les mois au gouvernement, il faut qu'il y ait une condition, vous donnez tant aux femmes, etc. Et qu'il y a cette volonté et cette capacité de se réunir ensemble pour porter à la Cour pénale internationale cette plainte. Et c'est les seules choses qui peuvent leur faire peur et peuvent renverser le régime. Ils ne peuvent pas vivre entre eux sans l'économie de l'entourage. Et autre chose, c'est que nos démocraties, par exemple, je parle de l'Europe parce que je ne suis pas américaine, je suis européenne, donc je parle de c'est de faire pression aussi économiquement sur les pays voisins et les pays qui les aident, par exemple le Qatar, par exemple le Pakistan, qui sont aussi nos partenaires économiques. Et ça vous parle, Pierre Gattaz. Donc c'est vraiment, pour moi, malheureusement, c'est que par la pression économique. Vous savez, en 2001, quand j'étais nommée la première femme diplomate du gouvernement, je trouvais que j'avais aucune envie d'être diplomate parce que je n'ai pas beaucoup j'avais pas beaucoup de modèles de diplomatie qui avaient fait avancer les choses. Et une des choses que j'ai réussi, par exemple, à Bruxelles, en 2002-2003, c'est que l'aide humanitaire de la Commission européenne, il y ait une condition, tant de % pour les femmes. Sans ça, on n'aurait jamais construit autant d'écoles, on n'aurait jamais formé les femmes juristes, on n'aurait jamais formé les femmes avocates, etc., s'il n'y avait pas cette condition-là. Et le gouvernement a accepté les yeux fermés. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment, pour en venir bassement matériel, c'est une pression économique en disant que l'Amérique qui leur donne tous les mois 90 millions, il faut que tant de % soit pour les femmes, ou alors on arrête de vous donner cet argent si vous ouvrez pas les écoles. Il y a des valeurs universelles. L'accès à la santé, à l'éducation, à l'air libre, ça n'a ni à voir avec la religion, ni avec la culture. Donc nos valeurs universelles, c'est ça que, les conditions devraient être ça, parce qu'ils peuvent très bien dire, non, nous, l'islam, etc. D'accord. Et pareil, le silence des pays musulmans voisins, par exemple, moi, c'est autre chose qui m'écoeure aussi. Le Pakistan, qui est le grand frère des talibans, c'est dans les madrasas de Karachi et d'Islamabad et Peshawar que les talibans ont été formés. Au Pakistan, il y a des femmes ministres, il y a des femmes qui vont à l'école, qui vont à l'université. Pourquoi pas en Afghanistan? Donc il y a tous les exemples des pays voisins, et pour moi, c'est vraiment la pression de l'aide qu'on leur apporte. Il faut dire la condition, ce sont les valeurs universelles pour les femmes. Il y avait une question en haut, je crois que c'est ça, parfait. Hello, I hope it's okay if I speak in English. I take part of the European Solidarity Corps, and we're here in France for 1 month already. I don't speak for my organization now, Unicité, I speak for myself. And I had the question, you were talking about the certain, for example, Germany and certain pays that made statements about how to help women in Afghanistan. And I think it is so important that we speak as Europe and not always as certain countries, and that we make a real statement. And my question would be, what can be the goal for Europe and for Europeans to really make a statement and to really go further on this topic? Because I have the feeling that if we're just talking about a country that makes a statement, a country that makes another statement, one that supports Afghanistan, one that doesn't, does it really help in this question? And isn't it important to really make a statement as Europe and as strong as we are? Because I see we can do such many good things as a unity, like my program, for example, and there are so many I think traduire, ça va être compliqué. Est-ce que tout le monde a compris ou pas?
Non, c'est bon. Tu peux répondre parce que tout le monde n'est pas anglophone. Alors, merci pour la question. C'était est-ce que c'est pas mieux qu'on soit l'unité ensemble et qu'on est ensemble plus fort? Alors là, ce sera l'objet d'une autre table ronde qui est est-ce qu'il y a une Europe politique? Est-ce qu'il y a voilà et le sujet d'Afghanistan, c'est aussi ça fait partie de ça. Effectivement, vous avez raison. Ça, c'est un autre débat et on va laisser Pierre Gattaz de le porter là où il faut. Est-ce qu'il y a une Europe politique aujourd'hui qui fait que on est quand même ensemble plus fort autour d'un sujet et qu'avec ce qui s'est passé dernièrement avec Donald Trump à la tête des États-Unis, est-ce que c'est pas le moment où on passe de l'Europe adolescente à une Europe adulte où on a nos propres politiques internationales et où on est capable de mener ce genre de prise de position pour un pays qui est comme l'Afghanistan? Est-ce qu'on peut être tous d'accord? Moi, la seule chose qui me rend triste en tant qu'Européenne, parce que je suis une Européenne convaincue, c'est que le 15 août 2021, le 16 août 2021, le 17 août 2021, c'est moi qu'on appelait l'Allemagne, l'Italie en disant tu pourrais pas voir avec tes amis allemands pour mettre 2 Italiens dans l'avion parce qu'ils veulent pas, les Belges qui avaient leurs ressortissants que l'Allemagne ne voulait pas mettre dans son avion, le dernier luxembourgeois que personne voulait mettre dans l'avion, etc. Donc c'est là où on voit la tristesse de voir que quand il y a une crise, quand il y a quelque part où on doit être solide, ensemble, unis avec une vraie politique européenne commune, c'est là où on voit qu'on est quand même on est loin de cette politique européenne commune. Il y a une question. Il y a une question, je vous en prie. Bonjour mesdames. Une question assez naïve, je pense, mais pourquoi, quel est le mobile des talibans de tuer leurs mères, leurs sœurs, leurs filles? On a besoin des femmes pour continuer à survivre. Donc, quel est le motif? Et est-ce qu'il y a des femmes comme en Iran qui soutiennent les talibans? Est-ce que cette idéologie, elle est aussi... est-ce que c'est partagé aussi avec... Eh bien, vous l'aurez vu, parce que maintenant, ils sont devenus très communicants, les talibans inclusifs et version 2. Donc, s'ils avaient des femmes qui les soutenaient, on l'aurait vu, ces femmes, très ouvertement partout, sur tous les réseaux, etc. Donc, s'ils n'en ont pas, justement, c'est que, comment voulez-vous être femme aujourd'hui, même analphabète, et qu'on vous dit arrêtez de respirer, d'entendre votre son de voix, et que vous acceptez de les soutenir. La semaine dernière, le son de voix, c'était pas le son de voix, la semaine dernière, c'était de ne pas parler entre elles, et y compris de réciter le Coran. Donc ça veut dire que le ridicule de soi-disant charia, etc., ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'elle récite le Coran pour que sa voisine ou sa fille ou l'autre femme l'entende. Donc le ridicule va très très loin et je pense que, encore une fois, les utiliser comme objet sexuel, les utiliser pour les mariages forcés, même les toutes petites filles, etc., c'est qu'en fait, il n'y a plus de logique. Nous avons un pays avec ce qu'il y a de plus terrible au monde qui existe et qui se retrouvent tous ces barbares dans ce pays libre, à qui on a donné la clé d'un pays. Donc ils se retrouvent là et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et encore une fois, je ressors ça juste de l'effet contre les femmes, c'est que ça va vraiment au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est un vrai coup de pied au nez de nos démocraties occidentales. Je reviens vraiment à ça parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à compter est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ridicule? Est-ce que vous n'avez pas compris que c'est les femmes qui vous reproduisent, c'est vos mères, vos sœurs, etc. On n'en est même plus à ça. C'est-à-dire que voilà, il y a 28 millions, c'est un vrai levier de communication avec l'extérieur et c'est aussi un vrai levier pour dire on fait ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est à nous de dire stop. Là, ça suffit en fait. Il n'y a plus d'aide. Si on vous envoie cet argent, il y a tant pour ces femmes. Il n'y a plus de ça. Il n'y a plus d'avions. Vous ne sortez plus tant qu'il n'y a pas ça. Donc c'est à nous de dire maintenant stop. Et avec ces stops, on donne aussi un signe fort aux Afghanes qui ne se sentiront pas seuls et abandonnés. Aujourd'hui, la semaine dernière, devant le palais de justice, il y avait 4 femmes qui étaient debout. J'ai toujours pas de nouvelles de Fauzia. Il paraît qu'elle est en prison et violée. Et dans cette prison, elles étaient 4, il y en a 3 qui sont rentrées le soir. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'elles sont encore debout. Maryse Bourgault, une des grandes journalistes reporters de guerre qui est passée la semaine dernière à la télé, disait « Je n'ai jamais vu ça. Vous n'entendez pas parler, mais en Afghanistan, il y a encore des femmes, malgré cette situation terrible, qui sont debout. »
Et ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. Elle disait, je n'ai jamais vu ça nulle part. Avec tout ce qui se passe, elles sont encore debout et on n'en parle pas. On ne parle pas qu'elles résistent, malgré la famine, malgré le fait qu'on les emprisonne et qu'on les viole et qu'on les lapide, elles sont encore debout. Et ça existe, et ça, je l'ai encore moi, tout le temps, ce contact-là. Donc c'est pour ça aussi que j'ai cet optimisme de me dire, c'est pas possible qu'on les abandonne. Envoyer des messages forts, Cour pénale internationale, Cour de justice, l'aide humanitaire, ok, mais les femmes, ça veut dire aussi qu'on leur donne de la joie un peu dans leur quotidien en disant on est soutenus et donc restons debout pour nos enfants. Alors, il va falloir faire extrêmement vite parce qu'on a vraiment explosé. Excusez-moi, par contre, juste, il faut faire très court. Je suis désolée, oui, je vous entends. Parce qu'on a explosé un peu le temps, donc une question rapide. Je voudrais vous dire une chose. C'est terrible ce que vous me racontez, parce que vous nous racontez, mais je pense que vous êtes en train de nous faire le portrait d'un pays qui va mourir. Parce que comment on fait quand les femmes, on les viole, elles sont enceintes, on ne leur donne pas à manger, etc. Comment ça va pouvoir se passer? Vous voyez, moi, c'est effrayant. Parce que, je ne sais pas comment vous pouvez... Donc, et une dernière, vraiment, je suis désolée. Et après, il va falloir qu'on rende la salle. Il y a la suite après. Une rapide dernière. C'est vraiment une question, s'il vous plaît. Voilà, est-ce qu'il y a une résistance, vous n'avez pas entendu? Est-ce qu'il y a des hommes qui résistent pour protéger leurs femmes? Non, je suis désolée, je ne peux plus, malheureusement. Oui. Eh bien, écoutez, ils sont, voilà, c'est comme je répète juste la phrase de celui qui était encore la semaine dernière à Kaboul, qui est Eric Chesson, le président de la chaîne de l'Espoir, qui dit « Cette peur poisseuse dans une population où vous levez le bout de n'importe quel petit bout du nez et que vous êtes lapidé sur la place publique dans le village et qu'on laisse votre corps pendant des jours pour que les autres voient, c'est la terreur sur toute la population. » Alors je reviens aussi, j'ai aussi une colère, comme tout le monde, contre aussi tous ces hommes, pourquoi vous ne le levez pas? Mais voilà, je reviens à la même chose, 98% d'analphabétisme, les hommes, plus de 4 millions d'hommes handicapés dans ce pays suite aux guerres, la terreur de ce régime qui a quand même obtenu toute l'aide, tout l'armement, et de l'autre côté, une population meurtrie, en train de mourir, effectivement, parce que c'est ça qui les intéresse. En fait, au final, pour conclure, tous ces accords qui sont en train de se décider avec le régime taliban et l'Afghanistan, tous ces accords économiques, en fait, on n'en a rien à faire de la population afghane. On s'en fout de la reproduction, de que des femmes continuent à avoir des enfants. Ce qu'on veut, c'est ce territoire. Et quand vous regarderez un peu la situation géopolitique de l'Afghanistan, vous comprendrez, c'est le territoire qui les intéresse, avec ce qu'il y a dedans et avec sa position géopolitique. Jeannette, tu veux finir ou... En très rapide. Saluer le courage, en tout cas, de Shekeba pour tous ces combats qu'elle mène. Et je crois quand même, comme s'il n'y a pas de condition qui est mise en fait à l'aide financière, ça n'avancera pas. Et juste, je sais que je m'écarte un peu, mais regardez ce qui s'est passé avec l'argent du Qatar et du Hamas. Voilà. Donc vous voyez bien que l'argent est le levier essentiel et que le parallèle, il faut conditionner cet argent à la question des deux femmes. Merci.